L'homme n'est plus à présenter ici au Niger, ancien secrétaire général du syndicat national des douanes. Cet homme est un acteur majeur des différentes luttes des Nigériens pour le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans son pays à l'histoire politique tumultueuse. Rapporteur général du Conseil consultatif au Parlement de la Transition en 2010, il sera nommé ministre des Transports dans le premier gouvernement de la 7e République. Aujourd'hui, ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République. Cet homme, au calme olympien, est l'un des hommes clés, si on peut l'appeler ainsi, du président Issoufou Mahamadou. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Africa. Merci, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il est exagéré de dire que vous êtes l'homme qui parle à l'oreille du président? Ah non, c'est totalement exagéré. Je ne crois pas qu'il y ait un statut de ce type au Niger. Le président, il assume pleinement ses responsabilités. Nous sommes dans un dispositif bien précis. On est dans son cabinet et on travaille à faire en sorte que nos conseils, nos suggestions, nos réflexions sur les questions essentielles de la politique puissent servir le président à éclairer sa décision. Nous sommes dans un rôle d'appui à la mission du président de la République. Du point de vue syndical, aujourd'hui vous êtes dans la sphère politique. Comment est-ce que vous analysez cette transition? Est-ce que c'est une logique à votre avis? Oui, je crois. Moi, j'ai l'habitude de dire que le syndicat et la politique, il n'y a pas de grosses limites. Bien sûr, lorsqu'on est au syndicat, on se refuse d'accepter, de considérer que nous faisons une mission politique bien claire. Parce que si vous présentez votre mission sous cet angle-là, on va vous suspecter de ne pas être assez loyaux et honnêtes par rapport aux engagements que vous devez prendre vis-à-vis des travailleurs. Mais la mission de se prononcer sur les questions d'intérêt national, sur les questions de la société ou d'une corporation, cette mission-là fait que du syndicat à la politique, le fil est assez mince, il n'est pas assez épais. Moi, de mon point de vue, le syndicalisme qui est né à partir de la revendication de la conférence nationale jusqu'à son abstention et jusqu'à la lutte pour le renforcement du cadre démocratique au Niger est un syndicalisme assez politique, assez intéressé aux questions politiques. Et tous ceux qui ont dirigé les syndicats au Niger de 90 à aujourd'hui ont été des responsables, de mon point de vue, qui ont eu un moment ou un autre à se prononcer sur des questions politiques, qui ont eu toujours une vue politique assez critique sur la gestion de la gouvernance. C'est pour ça que, à mon avis, ça n'a jamais été difficile dans la plupart des sociétés démocratiques, d'ailleurs, que la transition soit compliquée entre les syndicats et la politique. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de difficultés majeures à être aujourd'hui dans un parti politique bien précis qui est le PNDS. Et plus concrètement, aujourd'hui, quel est le rôle que vous jouez dans le dispositif du régime de la 7e République? Comme je vous ai dit, moi je suis directeur de cabinet adjoint du président. Je suis au cabinet, et le cabinet est l'administration présidentielle. Nous avons la mission de travailler sur toutes les thématiques qui concernent la politique du Niger et qui participent à la mission du président. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il est utile que le président ait les conseils techniques les plus avisés. Donc nous, le cabinet, nous avons mission d'organiser ce travail de production, de réflexion intellectuelle autour de ces thématiques et de faire en sorte que les réflexions les plus pertinentes sur ces thématiques-là puissent être portées au niveau du président de la République. C'est ça le travail du cabinet du président et c'est une grosse administration qui regroupe des ressources humaines assez compétentes dans la plupart des domaines puisque le président doit s'occuper de tous les domaines de la vie socio-économique et politique. Et nous sommes dans ce travail de coordination. Nous avons quasiment une vingtaine de cellules qui vont de questions sociales aux questions politiques, aux questions économiques, questions de sécurité. En tout cas, tous les sujets importants dans la gouvernance de notre pays sont couverts par une cellule à l'intérieur de laquelle vous avez 2, 3 ou plusieurs conseillers. Et c'est cela notre travail, nous, c'est de coordonner. C'est un laboratoire d'idées. Oui, c'est un laboratoire d'idées. En tout cas, nous travaillons à faire en sorte que nous ayons les meilleures idées possibles sur les questions qui se posent au niveau du cabinet du président. Je l'ai dit donc au début de cet entretien, dans ma présentation, vous avez une carrière politique très fournie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience, pour ne pas dire ces expériences? Sur la vie politique, je pense qu'il est assez tôt pour que je détermine ce qui m'a le plus marqué. Moi, je suis arrivé dans la vie politique réelle à l'occasion de la transition, puisque vous savez, jusqu'au coup d'État, moi j'étais secrétaire général du syndicat national des agents de douane du Niger.
Et à l'époque, il n'était pas concevable que moi je m'implique dans des questions politiques pures. C'est quand même, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, un devoir d'honnêteté vis-à-vis des travailleurs. Lorsque les travailleurs vous élisent, ils vous demandent de défendre leurs problèmes devant le gouvernement en place sans prendre parti par rapport à la politique, je vais dire politicienne, du point de vue partisan. Puisque, comme vous le savez, l'autre aspect de prise de position politique, il est attaché à l'existence des syndicats. Absolument. Tous les syndicats, en tout cas de la plupart des sociétés démocratiques, comme je l'ai dit, ont dans leur statut le devoir et quasiment même l'obligation que cette organisation-là puisse se déterminer chaque fois qu'il y a une question d'intérêt national ou international, même politique, qui se pose. Donc, qu'est-ce qui a provoqué en fait le déclic? Est-ce qu'il y a-t-il une raison particulière, bien précise? Moi, je suis un militant. Moi, depuis ma vie associative, depuis le collège jusqu'à aujourd'hui, je suis un militant. J'ai défendu les droits moraux, les droits démocratiques attachés à chaque moment de ma vie. Il y a un moment où vous ne pouvez pas faire que le syndicat. On a rempli un mandat, je pense, avec beaucoup d'abnégation, avec des résultats qui nous ont été reconnus par les camarades. Mais il y a un temps où il faut faire un autre militantisme. L'engagement au niveau du syndicat, c'est de dire que à l'intérieur de ma corporation, je peux défendre des droits, je peux contribuer à améliorer la gouvernance dans cette corporation et conséquemment améliorer la cité. C'est le même engagement de la vie politique, mais vous ne pouvez pas avoir le même mandat au niveau du syndicat. Il y a un moment où il faut avoir un engagement au niveau national. Si vous voulez un engagement au niveau national politique, vous êtes obligé d'aller dans les partis et puis prétendre à cet engagement-là. Vous avez été un artisan dans l'alternance politique du pays. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans l'esprit même de la gestion de l'État? Beaucoup de choses ont changé. À mon avis, les constitutions ont été... La constitution qui a été élaborée sous la transition a tiré les leçons des difficultés institutionnelles qu'il y a eu par le passé. Et en tout cas, on s'est efforcé de faire en sorte que nous puissions mettre en place des dispositifs qui permettent un meilleur fonctionnement. Faire en sorte que, même si nous étions dans un régime de semi-présidentiel, que le président ait des pouvoirs clairs, bien précis et bien écrits de la Constitution. Parce que ce n'était pas tout à fait le cas dans les autres régimes. Et il fut un temps, pas très lointain d'ailleurs, où il y a eu beaucoup de difficultés dans l'interprétation du texte. Donc le premier esprit dans lequel la Constitution a été élaborée, c'est de dire qu'il faut identifier toutes les dispositions qui ont prêté à polémique, qui ont été sujets à controverses et même à des crises institutionnelles par le passé. Il faut mieux les écrire de telle sorte que l'interprétation puisse être facile. De toute façon, il y aura toujours des difficultés d'interprétation suivant les intérêts des groupes qui sont en place. Et c'est pour cela qu'il y a un juge constitutionnel. Mais avant qu'on aille devant le juge constitutionnel, si on écrit une constitution de meilleure manière, on évite ces difficultés. Et pour la plupart de ces dispositions-là de notre constitution, aujourd'hui, l'écriture est meilleure à mon avis. Elle s'inspire de notre histoire politique assez récente. Tout à fait. La Renaissance, on en parle aujourd'hui, même dans les coins les plus reculés donc, du Niger. C'est la vision de son Excellence, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Selon vous, que renferme le vocable Renaissance, au-delà de la simple expression? Bon, pour nous, ce n'est pas une simple expression, c'est le programme du président de la République. C'est l'engagement, c'est le contrat qu'il a noué avec les Nigériens lors de la campagne électorale. Le président de la République s'est engagé sur un certain nombre d'aspects pour faire en sorte que le Niger soit un pays démocratique, un pays sûr, un pays qui se développe et que les indicateurs sociaux puissent être considérablement améliorés. C'est vraiment l'engagement de faire en sorte que ces pays-là puissent être transformés. À beaucoup d'égards, sur beaucoup d'indicateurs, le Niger s'est très mal porté pendant longtemps. Pas parce que simplement, du point de vue des opinions ou des médias étrangers, il était pauvre, mais parce que la gouvernance, elle était pauvre. La gouvernance au Niger, pendant longtemps, n'était pas ambitieuse, elle était faite au jour le jour, et elle n'a pas été à la hauteur des défis qui se posaient. Et c'était une gouvernance quasiment au jour le jour pendant un certain moment. Et lorsque vous dirigez un pays au jour le jour, vous ne pouvez pas avoir des résultats durables, vous ne pouvez pas changer structurellement la situation des populations. Et c'est pour cela que ce programme a été conçu pour que secteur par secteur, les engagements qui ont été pris puissent correspondre à l'ambition que le président avait pour le Niger de la défense. Donc c'est plus qu'un vocable, c'est un engagement moral, politique fort. C'est une volonté de transformer notre pays dans tous les secteurs.
Monsieur le ministre, les Nigériens aspirent à de meilleures conditions de vie et de travail. Cependant, malgré un bilan élogieux qu'on peut présenter aujourd'hui après 3 ans et demi d'exercice, nombre de Nigériens semblent ne pas bénéficier des retombées de cette renaissance. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Mais parce que l'héritage est très très lourd. Comme j'avais dit, dans la plupart des secteurs, des indicateurs sociaux, dans la plupart des aspects qui touchent à la vie des citoyens, beaucoup de choses n'ont pas été faites. De telle sorte que, malgré ce qui a été fait sur les 3 dernières années, le temps que nous puissions rattraper et que nous puissions donner un niveau satisfaisant à l'ensemble des Nigériens, ce temps-là peut être long. Le travail est immense de faire en sorte que dans la vie de chaque citoyen, nous puissions la transformer. Donc, il y aura toujours ce sentiment que chaque Nigérien n'a pas eu l'impact direct de ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un aspect, comme je dis, lié au mauvais héritage de la gestion passée, premièrement. Mais deuxièmement, dans chaque communauté, il y a toujours des secteurs qui peuvent considérer que les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Par contre, vous-même, vous avez reconnu que le travail a été fait, a produit un résultat important. Et souvent même un résultat impressionnant. Quand on prend secteur par secteur, ce qui a été fait est très très important. J'ai suivi les ministres concernés, ils vous ont donné les résultats que nous avons réalisés dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la santé, dans les infrastructures, dans la création de la richesse, dans la diversification des exploitations minières et même pétrolières. Dans beaucoup de domaines, tout ce qui a été fait a amélioré substantiellement la situation de notre pays. Et ça, je sais que tous les Nigériens sont convaincus. Nous avons un programme qui est en train d'être mis en place. Nous avons un programme qui est en train de produire des résultats probants. Dans beaucoup de secteurs, nous avons eu des réussites considérables et nous en sommes fiers d'avoir, nous sommes fiers vraiment d'avoir réalisé ce travail en ces temps-là, et conformément aux engagements qui ont été pris. Mais les Nigériens doivent continuer à travailler, doivent savoir que nous allons continuer à encore nous battre sur beaucoup d'années pour faire en sorte que le niveau global des populations nigériennes puisse s'améliorer. Mais de toute façon, entre ce qui était fait jusqu'ici et les 3 dernières années, la différence est très grande. Et pourtant, l'opposition dénonce parfois des chiffres inexacts. Que répondez-vous par rapport à cela? Sur le fait qu'ils disent que les chiffres sont faux. Ouais. Le problème, c'est que je ne vois pas quel instrument de mesure ils ont pour déclarer que les chiffres sont faux et qu'on les prenne au sérieux. En fait, je trouve que c'est une question de bon sens. Nous avons donné des éléments qui peuvent être vérifiés sur les réalisations qui ont été faites. Donc, la moindre des choses, c'est de confronter nos résultats aux leurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de 3 ans, nous avons demandé de faire un débat démocratique contradictoire avec l'opposition. Tout a été fait par les organisateurs pour que l'opposition vienne. L'opposition n'est pas venue. Elle a mis 3 mois pour venir dire que les chiffres sont faux. Je pense que c'est une posture assez confortable pour l'opposition de dire tout ce qui a été dit est faux. C'est trop simple. Lorsqu'il nous sera prouvé que c'est faux, mais ce que nous annonçons comme réalisation pour le peuple nigérien, mais nous ne le disons pas pour nous flatter. Nous disons parce que c'est nos engagements et parce que nous sommes convaincus que cela est possible et que cela même relève du minimum qu'on doit faire pour le Niger. Donc, dans tous les secteurs, lorsque les chiffres sont annoncés, nous pensons qu'on peut les confronter. Vous avez vu, pour tenir compte de ce qu'ils ont dit il y a 2 ans, le bilan cette année, il a été fait par région. Nous sommes allés région par région pour dire dans telle région, lorsqu'on dit que nous faisons 100 classes au Niger, mais nous avons fait 10 classes à Difa, 10 classes à Maradi. Donc ça permet même à l'opposition, on lui facilite le travail d'aller vérifier village par village, région par région, lorsque nous annonçons des chiffres. Et jusqu'ici, nulle part l'opposition n'a prouvé que les chiffres étaient faux. À mon avis, c'est juste une posture politicienne assez confortable, mais elle n'a aucune pertinence du point de vue des Nigériens. Le Niger est en train de se transformer. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Les grands projets sont en train de naître, qui ont été suspendus depuis plus de 80 ans. Des projets auxquels personne même ne croyait, même lorsque nous les avions commencés. Donc il y a un programme ambitieux. Le destin du Niger est en train vraiment de se faire avec des grandes ambitions qui ont pu peut-être déstabiliser l'opposition à un moment. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que, par exemple, le chemin de fer puisse se faire.
Je suis absolument convaincu. Ils ne s'attendaient pas qu'il était même possible que l'État du Niger puisse financer de grosses infrastructures sur ses propres ressources. Parce que les États africains et le Niger en particulier, pendant longtemps, on l'a géré quasiment sur la mendicité, même lorsque on devait construire les infrastructures importantes comme les routes, les échangeurs, etc. Aujourd'hui, nous faisons une grande partie de ces infrastructures sur des ressources propres. Donc, il y a une situation qui est un peu déstabilisante pour l'opposition et qui fait que la seule parade qu'elle a, c'est de dire que c'est faux.